Revenons un tout petit peu en arrière au niveau de l'exercice EB3, lorsqu'il s'agissait en deuxième question de déterminer le taux d'évaporation où nous avions, rappelez-vous, euh, calculé le rapport de la pression partielle de la vapeur d'eau au-dessus de la surface libre par rapport à la pression de vapeur saturante. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, que nous voyons d'un peu plus près cette notion de pression de vapeur saturante. Qu'est-ce qu'elle indique? En fait, la pression de vapeur saturante, ça serait la pression que va exercer une vapeur. Cette vapeur est issue d'un liquide. Initialement, le liquide donc forme une surface libre. Les molécules ayant une énergie cinétique suffisante pour pouvoir échapper aux forces intermoléculaires, mais également à la pression atmosphérique, passent à l'état de vapeur par évaporation. En même temps, les molécules sous forme vapeur se condensent à leur tour. Lorsque le nombre de molécules qui s'évaporent devient égal à celui de celles qui se condensent dans une enceinte fermée, nous dirons que la pression de vapeur est la pression de vapeur saturante. C'est ce qu'on va appeler la pression de vapeur saturante. Autrement, dans le système ouvert, la pression atmosphérique, c'est elle qui va exercer une force sur la surface libre, empêchant ainsi une évaporation intense des liquides, de l'eau en l'occurrence quand il s'agira euh, de l'eau de mer par exemple. Bien, alors avant de clore cette partie-là, il faut savoir également que la pression de vapeur saturante est en étroite liaison avec la température. Plus la température augmente, plus la pression évidemment de vapeur saturante augmente, étant donné qu'elle va communiquer aux molécules une énergie cinétique assez importante pour qu'elles puissent s'évaporer et quitter la surface libre. Une des, une des modélisations que nous utiliserons, ce serait la modélisation d'Antoine, que je présente ici, avec une légère erreur, je pense, ici. C'est un log décimal et non pas un log népérien. Je me suis trompé, parce que j'ai fait des calculs. Donc, j'ai considéré trois liquides, l'eau, l'éthanol et le diéthyl-éther. Nous voyons que, quel que soit le liquide choisi, l'augmentation de la température fait augmenter la pression de vapeur saturante. Il y a aussi une chose intéressante à voir, c'est par rapport à la pression atmosphérique, 760 mm d'Ag. Lorsque la pression est égale à la pression atmosphérique, eh bien nous voyons par exemple pour l'eau que la pression de vapeur saturante, lorsqu'elle devient égale à cette valeur de la pression, c'est-à-dire 760, la température correspondante est 100 degrés. Cela correspond en fait à la température d'ébullition de l'eau dans les conditions normales de pression et de température. Il en est de même pour les autres liquides où nous voyons des températures un peu différentes. Par exemple, pour l'éthanol, elle se situe à 78 et quelques degrés, tandis que pour les diéthers, le diéthyl pardon, éther, elle dépasse légèrement les 34 degrés. Ceci est important, par exemple pour le diéthyl-éther, puisque nous voyons qu'à température ambiante, par exemple à la température standard 25 degrés, nous voyons que la pression de vapeur saturante a une valeur très élevée en comparaison avec les autres, où les pressions de vapeur saturante sont très très faibles. Ceci veut dire qu'il va y avoir un fort taux d'évaporation pour le diéthyl-éther en comparaison avec l'eau et l'éthanol par exemple. Voilà, c'était juste pour vous présenter cette notion de pression de vapeur saturante que nous allons par ailleurs utiliser dans les prochains chapitres lorsque nous parlerons on verra de la sublimation que j'avais traité en cours lorsqu'il y avait une bille de naphtalène. On verra ça en temps voulu bien. Donc une fois que nous avons fait ça, passons à présent à l'exercice suivant. Il s'agit de EB4 où nous voyons l'air standard, puisqu'il n'y a pas de gaz noble
il n'y a que les 21% d'oxygène et non pas 78, mais 79 de diazote. Ceci veut dire que nous avons négligé tout ce qui est argon, néon, et, oui, CO2, etc. Nous avons négligé tout ça. Donc la première question qui nous est posée, c'est déterminons la masse molaire de mélange, c'est-à-dire celle de l'air. Bien, je vais, pour pouvoir la démontrer, faire une dernière fois la démonstration de cette formule, à savoir le passage de la masse molaire totale, pardon, la masse totale de mélange M, qui est égale à la masse de diazote plus celle du dioxygène. Ici, j'ai oublié de mettre en indice. Voilà, désolé. Ensuite, par le biais du passage du fait que la masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire, le nombre de moles fois la masse molaire, nous obtenons ceci. En divisant le premier membre et le second membre par toujours grand N, le nombre, pardon, par petit n, le nombre total de moles, nous obtenons ici 1, et ici nous obtenons les fractions molaires de diazote et de dioxygène. Nous redémontrons une dernière fois le fait que la masse molaire de mélange, c'est somme des YK-MK. Bien, une fois que je fais ça, je remplace, j'ai toutes les données, j'ai les fractions molaires que j'ai obtenues en divisant les pourcentages molaires par 100, et j'ai les masses molaires 2 fois 14 et 2 fois 16. J'obtiens 28,84 grammes, une valeur qu'il faudrait garder en tête parce que nous le redémontrerons plus. Bien, continuons. Allons démontrer ou bien déterminer la deuxième question, c'est-à-dire la masse, cette fois-ci la masse de mélange. La masse de mélange, donc c'est une masse de mélange, donc M, petit m, c'est la somme des MK ou des MI. Je suis désolé de basculer tantôt par K, tantôt par I, je suis vraiment désolé, je n'ai pas fait attention assez à ce détail. Donc ça serait en fonction du nombre de moles, NI, grand MI, somme des nombres de moles I fois la masse molaire I. Ensuite, je vais faire apparaître la fraction molaire. Je sais que YI, c'est petit ni sur petit n. Par conséquent, Ni, c'est YI fois n. Je remplace ici et je fais sortir le petit n puisqu'il ne comporte pas d'indice. La sommation porte sur YI et MI, mais pas sur le nombre total de moles. Je le fais donc sortir. Je m'aperçois que je n'ai pas dans mes énoncés, je n'ai pas dans mes données, pardon, le nombre de moles total. Je vais devoir donc trouver une astuce pour remonter au nombre de moles qui n'apparaît pas de manière explicite. Certainement, je vais utiliser la loi des gaz parfaits, on appelle ça l'équation d'état des gaz parfaits. On va voir comment. Les pressions ne sont pas très importantes, la pression est atmosphérique autour de 1 bar. Par conséquent, je peux appliquer l'équation d'état des gaz parfaits, sachant également que le N2 et le O2 n'interagissent pas. Par conséquent, PV égale à nRT, si bien que N, c'est égal à PV sur RT. Bien, une fois que je fais ça, je remplace donc petit n par PV sur la constante des gaz parfaits fois la température absolue. Je n'ai plus qu'à remplacer, j'ai toutes les données. Il faut juste ne pas se tromper dans la valeur de la constante des gaz parfaits. Donc je vais prendre la pression en pascal, c'est-à-dire 101 325 pascal. Et ici, j'ai tout. C'est la réponse à la question précédente. La première question, c'est la masse molaire de mélange que je remets ici. Après tout calcul, je trouve une masse de 26,361 kg. 361 kg si je n'ai pas fait d'erreur. 7, c'est pas le 7, c'est le 4, pardon. 4. Non. Ouais, il est là. Bien. Voici des masses des constituants
I, c'est-à-dire de l'azote et le dioxygène. La masse totale, c'est bien 26, attendez, je vais juste voir, oui, j'ai pris la précaution de mettre 10-3 pour avoir des kilogrammes par mol, pour avoir la masse molaire en kilogrammes par mol. Donc j'obtiens bien 26 kg, 360 ou bien 36 kg. Je reviens à ma présentation. Je vais aborder maintenant l'autre question. C'est la concentration massique en diazote. Bien, la concentration massique en diazote, c'est ρ du diazote, ρ de 1,2, c'est la masse de 1,2 divisé par le volume total de mélange. Le volume total de mélange, ceci étant la masse de 1,2 en kilogrammes, ou bien en grammes par litre si vous le voulez, puisque kilogramme par mètre cube, c'est exactement égal à grammes par litre. Alors, je me rends compte que dans mes données, je n'ai pas la masse de 1,2. Je vais donc devoir faire comme tout à l'heure, faire apparaître la masse de 1,2 indirectement en ayant recours à l'équation d'état des gaz parfaits. Je m'explique. M, 1,2, c'est le nombre de moles de 1,2 fois la masse molaire de 1,2, comme ceci. Ensuite, je vais faire apparaître plutôt la fraction molaire. Je sais que le nombre de moles, c'est la fraction molaire fois le nombre total de moles. C'est fini. J'ai le nombre total de moles, comme tout à l'heure. C'est PV sur RT. PV sur RT. Donc je mets ici PV sur RT. Le voici N, il est là. Y12, M12 sur V. Les volumes se simplifient. Il ne me reste plus que ce que vous voyez. Y12 fois M12, P sur RT. Vous avez toutes les données. Nous pouvons donc calculer la masse volumique du diazote qui est égale à 0,74. 0,674 kg par mètre cube. Kilogramme par mètre cube, alors qu'est-ce que c'est que... C'est juste, j'ai oublié de faire une animation, je devais supprimer ça pour mettre juste N de ce côté-ci pour remplacer directement ici et non pas au milieu. J'ai oublié de faire l'animation et supprimer ça et mettre ça à sa place, j'en suis désolé. Continuons. Déterminons à présent la masse volumique de l'air. Alors, deux manières de faire. Soit vous direz que c'est M sur V, la masse de l'air sur le volume occupé par l'air, ou alors on applique directement l'équation d'état des gaz parfaits, et nous avons démontré ça, c'est P1 sur RT, avec M étant la masse molaire de l'air, et R, la constante massique, universelle des gaz parfaits, et la température absolue en Kelvin. J'obtiens en remplaçant, j'ai toutes les données, la masse a déjà été calculée lors de la première question, c'est 28,84 à 10,3 kg par mol. J'ai toutes les données, j'arrive à une masse volumique de 0,879 kg par mètre cube. Alors, la question suivante, je pense, c'est la dernière question. Qu'est-ce que ça dit? Déterminons la pression partielle en barre du dioxygène, c'est-à-dire O2. On appliquera donc la loi de Dalton. La pression partielle de O2, c'est la fraction molaire de O2 fois la pression totale. Nous avons tout. Nous avons les fractions molaires, nous avons la pression totale. Nous remplaçons, nous trouvons en barre, en divisant par 10 puissance 5, 0,213 bars. 0,213 bars. Donc vous avez ici tout ce que je suis en train de dire. Ici, la pression partielle de O2. Ici, c'est en pascal. Hein. Donc si vous divisez par 10 puissance 5, vous retrouverez bien le résultat que je suis en train de montrer. 0,213 quand j'arrondis au supérieur. Bien voilà, l'exercice est terminé, mais auparavant, avant de clore complètement ce EB4, si vous avez remarqué, il y a une étrange similitude entre l'expression de la masse volumique et la concentration massique. Alors, pour lever toute ambiguïté, ne pas avoir de problème,
Expliquons une fois pour toutes la distinction entre ces deux notions, la concentration massique et la masse volumique. Vous allez voir que même si les numérateurs de ces deux expressions sont les mêmes, les dénominateurs sont totalement différents. Alors pour mener à bien ce que je suis en train de dire, déterminons la concentration massique d'un constituant I et la masse volumique d'un constituant, toujours le même constituant I. Alors, pour ce qui est de la concentration massique, ce sera la masse de I sur le volume total. En revanche, pour la masse volumique, si c'est toujours le même numérateur, à savoir la masse de I, pour le dénominateur, c'est le volume uniquement de I, pas de la solution, de l'espèce. C'est la principale distinction. Par exemple, pour l'exemple que nous venons de traiter, je vous avais demandé la masse volumique de l'air. La masse volumique de l'air. Eh bien, ça serait la masse de l'air sur le volume de l'air. La masse de l'air sur le volume de l'air et non pas le volume de mélange. Comme dans cet exemple, l'air est le mélange, il n'y a pas de souci, donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc notez bien, concentration massique, c'est par rapport au volume total. En revanche, quand on dira la masse volumique d'une espèce, ça serait la masse, sa masse rapportée à son volume, à son propre volume. Voilà. Ceci étant fait, je vais à présent aborder la suite des TD. Je vais commencer de manière très succincte à présenter EB5 et EB6. Nous avons ici des masses cette fois-ci. Ce sont 60 grammes de glucose qui sont dissous dans 180 grammes d'eau pour former une solution. Et on nous demande la question déterminer la fraction, ou bien les fractions molaires du glucose et celle de l'eau, présents tous les deux dans cette solution que vous venez de synthétiser. Alors, pour pouvoir répondre à la question, vous l'avez compris, j'ai besoin du nombre de moles, parce que la fraction molaire, c'est un nombre de moles d'un constituant I rapporté au nombre de moles total. Donc, il me faut trouver le nombre de moles. Or, dans cet exercice, je n'ai pas le nombre de moles, mais j'ai les masses de ces deux constituants. Ben, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que nous avons une relation entre la masse et le nombre de moles par l'intermédiaire, par le biais de la masse molaire. Donc, je m'explique. Voici ce que nous demande la fraction molaire. Nous disposons des masses, mais nous savons que la masse, c'est aussi un nombre de moles de l'espèce I fois la masse molaire de l'espèce I. Par conséquent, vous l'avez compris, NI, le nombre de moles de l'espèce I, c'est MI divisé par la masse molaire. Bien, voici pour le glucose, c'est-à-dire C6H12O6, sa masse molaire, si je ne me suis pas trompé. Voici la masse molaire de l'eau, 18 grammes par mol. Nous allons faire la détermination de MI petit mi sur grand MI pour trouver le nombre de moles de I. Ça, est-ce que c'est... Je ne l'ai pas mis, mais vous avez compris. NI, voilà, c'est là. NI, c'est MI sur grand MI. Nous avons tout. 60 grammes de glucose divisé par la masse molaire de glucose. 180 grammes présents d'eau divisé par la masse molaire d'eau. Nous trouvons ces résultats, 0,33 mol pour le glucose, 10 mol pour l'eau, ce qui me donne un nombre total de moles de 10,33 mol. Et par conséquent, maintenant, je peux aller répondre à la question. La fraction molaire, c'est NI divisé par le nombre total de moles pour ce qui est de 6H12O6 et de 10 mol sur 10,33 pour ce qui est de l'eau. J'obtiens ces résultats, soit en pourcentage molaire, 96,8% en H2O et 3,2% en glucose. Bien. Un autre exercice très rapidement, je ne vais pas trop tarder sur ça, puisque c'est une reproduction presque fidèle de cet exercice. On me demande de la même manière les fractions molaires du NaCl, lorsque 5,85 g de NaCl sont dissous dans 90 g d'eau. Refaisons le même topo. Quelle est la masse molaire du NaCl?
sachant que Na c'est 23 grammes par mol et le Cl c'est 35,5 grammes par mol. Nous avons ces masses, donc ces masses molaires qui sont comme ceci, déterminant le nombre de moles de NaCl et de l'eau via cette relation MI sur grand MI. Nous avons les MI et nous avons les masses molaires. Je peux déterminer les nombres de moles respectifs, soit un nombre total de moles égal à 5,1 moles, puis déterminant enfin, ou bien déduisant enfin, les fractions molaires des produits indésirés, que voici. Bien, c'en est fini avec cet exercice. Je vais maintenant aller aborder un autre problème, c'est le 7, EB7, où il s'agira de la même manière de déterminer la fraction molaire de l'éthylène-glycol dans une solution qui contient 20% en masse d'éthylène-glycol justement. Mais on aurait pu me donner autre chose et me brouiller un tant soit peu. On m'aurait dit, détermine la fraction molaire de l'éthylène-glycol présent dans une solution contenant 80% en masse d'eau. Il faut savoir qu'une solution est constituée du solvant, c'est-à-dire de l'eau plus de votre soluté. Bien, ici on nous a simplifié la vie. Donc quelles sont mes données? Mes données, ce sont le fait que l'éthylène-glycol, c'est-à-dire le C6H6O2, est mélangé, ou bien il est dissous dans de l'eau, H2O. Nous avons la fraction massique de l'éthylène-glycol, mais nous pouvons déduire celle de l'eau, puisque la somme des fractions massiques est égale à 1. Et il nous faudra par conséquent quoi? Pour obtenir la fraction molaire, démarrer de notre donnée, c'est-à-dire démarrer de la fraction massique. En d'autres termes, en fait, il s'agira de passer de la fraction massique à la fraction molaire, comme on l'a fait. Puisque ça a déjà été fait, je ne vais pas trop traîner sur ça. Donc voici ce que l'on va faire. Écrivons les masses molaires des deux, du soluté et du solvant. Et mettons le fait que la fraction massique de l'éthylène-glycol c'est 0,20, tandis que celle de l'eau c'est 0,80, puisque comme j'ai dit, puisque c'est un binaire, et donc la somme des fractions, quelles qu'elles soient, molaires, massiques, volumiques, c'est égal à 1. Et ensuite, maintenant, il faudrait que nous passions de la fraction massique à la fraction molaire. Juste une toute petite remarque. Vous avez dû le remarquer, la fraction massique n'est pas notée W dans les ouvrages, c'est noté oméga. Mais vous avez compris, par fainéantise, je préfère rester sur W pour ne pas à chaque fois avoir à aller transformer le times en symbole, c'est tout. Bien, alors voilà. Écrivons l'expression de la fraction molaire en fonction de la fraction massique. Nous avons tout. Nous remplaçons. Pour ce qui est de A, c'est-à-dire de l'éthylène-glycol, remplaçons. Voilà. Nous connaissons tout ce qui est présenté dans cette équation. C2H6O2, c'est 0,2. Le rapport des masses molaires, vous l'avez ici. Je trouve après tout calcul 0,0677. Bien. Alors, déduisons maintenant, ça n'a pas été demandé, je pense, non. Mais je vais le faire quand même. La fraction massique de l'eau. Il y a deux manières de procéder. Une manière un peu dangereuse, parce que si vous avez fait une erreur ici, le résultat auquel vous allez aboutir sera faux. C'est-à-dire vous utiliserez la somme des fractions molaires égale à 1. Par conséquent, la fraction molaire de l'eau, c'est 1 moins ça. Mais si ça c'est faux, la fraction molaire de l'eau sera également fausse. Je vous encourage à juste remplacer ici, pour trouver la fraction molaire de l'eau, par la fraction massique de l'eau. Fraction massique de l'eau, ici celle du éthylène-glycol, et le rapport MH2O sur C2H6O2. Vous trouvez après tout calcul ce résultat. Un autre problème qui arrive, enfin c'est pas un problème, c'est un mini-exercice, où vous avez de l'acide chlorhydrique qui se présente sous la forme d'une solution à 37% en masse d'acide chlorhydrique d'HCl. Quelle est la masse du solvant?
sachant que dans la solution, il y est présent 7,5 grammes d'HCl. Bien. Alors, quelles sont les données? La fraction massique d'HCl. Mais c'est quoi la fraction massique d'HCl? La fraction massique, c'est la masse d'HCl sur la masse totale de mélange, sur la masse de la solution. Mais que comporte la solution? La solution comporte le solvant, l'eau, et le soluté, HCl. Écrivons ça. Quel est mon inconnu? C'est la masse d'eau. Ben justement, c'est celle qu'on demande. Donnez-moi la masse d'eau, la masse du solvant. C'est fini, vous avez une équation à une inconnue. Je peux rapidement trouver ça. Je mets ça au numérateur, je fais passer ça au dénominateur, ensuite je retranche. J'obtiens ceci. J'ai tout, la masse de HCl, c'est 7,5 grammes. La fraction massique 0,37, je remplace, je retrouve une valeur de 12,77 grammes. Alors ça ne m'a pas été demandé, mais bon, vous l'avez compris. Quelle est la masse de la solution? La masse de la solution, c'est la masse d'eau plus la masse de l'HCl, c'est-à-dire 7,5, ce qui me donne une masse totale, une masse de la solution égale à 20,27 grammes. 20,27 grammes. Alors, cet exercice est intéressant parce qu'il nous permet de ne pas nous faire avoir quand on va acheter dans une parfumerie un parfum et que l'on ne sache pas distinguer l'eau de toilette de l'eau de Cologne, de l'eau de parfum et du parfum. Alors, qu'est-ce que dit l'exercice? Il dit justement, nous avons entre les mains un parfum inconnu, dont on ne connaît pas sa classification, sa catégorie. On ne sait pas si c'est un parfum, une eau de parfum, une eau de toilette, ou alors une eau de Cologne. Alors, comment ça va se faire? Comment est-ce qu'on va savoir? En fait, il faut juste retrouver le pourcentage d'alcool présent dans la solution de parfum. Combien y a-t-il de pourcentage de parfum d'alcool dans cette solution? Évidemment, je parle d'un pourcentage volumique. D'un pourcentage volumique. J'ai tout. J'ai mon parfum inconnu, dont je ne connais pas la catégorie, qui est à 200 ml. Et il y a dans ces 200 ml, il y a 28 ml d'alcool. Et on me demande dans quelle classe, à quelle catégorie appartient ce parfum inconnu. Calculons donc le pourcentage d'alcool présent dans ce parfum. C'est 28 divisé par 200. 28 divisé par le volume total 200, c'est-à-dire celui de la bouteille de parfum. Quand je fais mes calculs, je trouve, si je ne me suis pas trompé, 14%. 14%, oui, c'est ça. Quand je vais voir où est-ce qu'il est, les 40%, ce n'est pas malheureusement un parfum, mais je pourrais dire c'est une eau de parfum, ou alors à la limite, c'est une eau de toilette. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que une eau de parfum dure plus longtemps sur la peau. Simplement, ça va coûter plus cher. Plus vous montez dans la concentration en alcool, plus votre parfum coûtera cher. Voilà. Donc nous avons trouvé approximativement, si nous considérons que 14 est très proche de 15, le fait que ce parfum inconnu, ça doit être une eau de parfum. Continuons si vous n'avez pas de questions, vous n'êtes pas en face de moi. Donc allons découvrir un autre exercice où cette fois-ci, ce sont les gaz de raffinerie qui vont être exploités. Je vous ai expliqué d'où est-ce qu'il vient. Donc c'est lors du traitement du pétrole brut. Des gaz tels que le propane, le méthane et j'en passe apparaissent. Et donc on va pouvoir les utiliser en aval pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir... Vous avez ici aussi, lors du réformage de certaines opérations, la production de l'hydrogène, le dihydrogène. Et justement, l'exercice qu'on vous propose, c'est un mélange de gaz issu d'un réformage d'un pétrole brut qui va avoir lieu à 400 degrés Celsius et à 1,5
5 atmosphères. Ce mélange est constitué de 50% de dihydrogène, 40% de CO2, dioxyde de carbone, et 10% de méthane. Première question, en fait, comporte deux parties. D'abord, déterminons les concentrations molaires en mol par litre. Les concentrations molaires, c'est-à-dire les CI. Les CI, c'est le nombre de moles NI sur le volume total. C'est le nombre de moles NI sur le volume total. OK. Simplement, je n'ai pas le volume total. Il faudrait que j'aille le trouver par le biais de l'équation d'état des gaz parfaits. Comment que je vais faire ça? On l'a déjà fait. PV égale à nRT, si bien que V, c'est égal à nRT sur P. Remplaçons maintenant dans CI. J'obtiens le fait que CI, c'est quoi? C'est NI divisé par nRT sur P. P remonte au numérateur, j'obtiens ça. Je vois apparaître maintenant dans CI, YI, la fraction molaire du constituant I. Bien, j'ai tout, normalement. J'ai les fractions molaires. En fait, pas tout à fait, mais il faudrait juste diviser ces pourcentages en 100, par 100, pardon, par 100, je retrouve ça. Et ensuite, la pression totale, elle y est donnée, c'est une atmosphère, 5. Il faut faire attention dans la constante des gaz parfaits, ne pas prendre 8,314, parce que celle-ci, 8,314, elle est pour des joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Celle qui manie la pression atmosphérique, c'est 0,082 litres atmosphère, Kelvin moins 1, mol moins 1. C'est ce que je vais utiliser, 0,082. J'oublie pas de convertir mes degrés Celsius en Kelvin en rajoutant les 273,15. J'obtiens après tout calcul une valeur pour les trois composés de 0,0136 mol par litre pour le dihydrogène et les valeurs suivantes qui s'affichent devant vous et que voici. Donc j'ai répondu à la première partie de la question, c'est-à-dire j'ai déterminé les fractions molaires. Je vais maintenant aller de ce pas déterminer les fractions massiques toujours de ces mêmes composés dans la prochaine diapositive. Alors allons-y. Alors j'ai tout. J'ai exactement tout ce qu'il me faut. Il me faut juste les masses molaires que voici. Les masses molaires, vous les connaissez. 2 grammes par litre pour le H2. CO2, c'est 44 grammes par litre. Et enfin, le méthane, 16 grammes par litre. Et que voici, je remplace partout. J'obtiens des fractions massiques correspondantes et qui s'écrivent comme ceci. Remarquez juste une petite chose qui est très intéressante. Si d'un point de vue molaire, j'avais 0,5 fraction molaire de 0,5 pour le dihydrogène, là c'est le CO2 qui se met avec un pourcentage de 87,13% d'un point de vue massique. Ça paraît aberrant, mais en fait il ne faut pas oublier une chose, c'est les masses molaires. Vous avez ici 2 grammes de H2, tandis que vous avez 44 grammes pour le CO2, et c'est la plus grande masse molaire. Voilà, nous n'avons pas encore fini. Il me faut à présent déterminer la masse volumique de ce mélange gazeux, du mélange. Donc ça serait la masse de ce mélange sur le volume. Comme je n'ai pas ni la masse ni le volume, je vais aller plus simplement retrouver cette masse volumique par l'intermédiaire de l'équation d'état des gaz parfaits, sachant que M, la masse totale de mélange qui est ici, je pourrais la calculer. Et je trouve ceci en remplaçant, sachant que la masse c'est 20,20, je trouve une valeur de 0,549 kg par mètre cube. Juste une dernière chose pour aller voir le EB10 sur ma feuille de calcul. Le EB10, il est là. Alors, voici pour ce qui est des concentrations molaires. Voici pour les fractions. Donc, j'ai repris ici, ce sont les fractions. Ici, vous avez les pourcentages en volume. Ça, c'est les fractions molaires. La masse molaire de mélange, la voici. Son calcul, il est là. Donc, c'est les YI
ami, les masses molaires, elles sont là. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ça me donne une masse molaire en grammes par mol égale à 20,20. Et donc j'ai obtenu ma masse volumique que voici. Je n'oublie pas de convertir les températures en Kelvin. Voilà. Normalement, l'exercice est terminé. Et nous allons passer de ce pas à l'exercice suivant, où nous avons cette fois-ci des litres. Nous avons des volumes qui sont donnés, et non plus des masses, ni des fractions molaires, ni massiques. C'est des litres, c'est des volumes. Alors vous avez 4 litres de diazote de 1,2 qui sont mélangés à 8 litres d'O2 dans une enceinte fermée qui présente une pression P et une température T, mais qui ne sont pas connus. Ils ne nous ont pas été fournis dans cet exercice. Et on nous demande la fraction volumique d'O2, déterminant la fraction volumique du dihydrogène. La fraction volumique, c'est le volume de votre constituant sur le volume total. Ici, vous avez un binaire, vous avez uniquement du 1,2 et de l'O2. C'est un peu l'air. Hein. Alors, faisons ça. Nous avons la fraction volumique mu de O2, qui va être égal au volume de O2 sur le volume total. Volume de O2 sur le volume total. J'ai tout. Le volume de O2, c'est 8 litres. Le volume de 1,2, c'est 4 litres. Donc ça va être 8 divisé par 12, ce qui me donne 2 tiers. 2 tiers. La fraction volumique, elle est égale à 2 tiers. Je peux déduire rapidement la fraction volumique de 1,2. C'est 1 moins ça. Vous l'avez compris, c'est 1 tiers. Ou alors vous refaites le même topo. Je remplace ici, au lieu de 8, je prends le volume de diazote, c'est 4. 4 divisé par 12, c'est bien 1 tiers. Ce qu'il faut remarquer, parce que ça va être utilisé dans la prochaine diapositive et pour la prochaine question, c'est le fait que il y a 2 moles d'O2 pour 1 mole de 1,2. 2 moles de O2 nécessitent 1 mole de O2 pour former un mélange de 3 moles. Gardons ça en tête et allons répondre à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on me demande? Déduisons le pourcentage, c'est-à-dire la fraction molaire fois 100. Comment je vais trouver la fraction molaire? On l'a dit. La fraction molaire est exactement égale à la fraction volumique lorsque vous avez affaire à un gaz parfait. Et un gaz parfait, c'est quoi? C'est un gaz qui présente une pression modérée, pas très élevée, et pour lequel les constituants de ce mélange n'entrent pas en interaction, ce qui est le cas pour l'air, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Il suffit de multiplier par 100 la fraction molaire, c'est-à-dire la fraction volumique. Une parenthèse rapidement que j'ouvre, que je referme. Pour les gaz dits parfaits, nous avons la loi d'additivité, c'est-à-dire la sommation, on va dire, pour ne pas utiliser ce terme, la sommation des volumes, la loi d'Amaga, qui dit que lorsque vous avez un gaz parfait, le volume total, c'est la somme des volumes partiels de chaque constituant. Et nous pouvons dire, nous l'avons démontré, que la fraction molaire, dans ce cas, elle est confondue avec la fraction volumique. Pour le liquide, ça ne marche pas. Nous pouvons trouver le fait que les volumes soient additifs si vous avez un liquide idéal, mais nous n'aurons jamais les fractions molaires qui vont être égales aux fractions massiques. Il faut faire attention. Cela marche uniquement qu'avec les gaz. Ça ne marche qu'avec les gaz. Bien, ceci étant dit, je retrouve les 0,33 fois 100, ce qui me donne 33,33% pour ce qui est de la fraction molaire en diazote. Bien, continuons. Allons répondre cette fois-ci à la deuxième question qui va nous poser quelques soucis, mais nous avons pris la précaution de mettre ceci en évidence. Vous allez voir pourquoi. Alors, le mélange dont nous disposons présente 2 grammes de O2. La question qu'on nous pose,
quel est le nombre de moles? Ah, je sais pas. Ah ouais, j'ai pas mis. Le nombre de moles. Quel est Quel est le nombre de moles d'un d'eux qui sont présents dans ce mélange? Le nombre de moles. Ce dont nous disposons, c'est la fraction volumique, ou bien la fraction molaire de l'azote. Donc je veux avoir le pourcentage molaire. Donc le pourcentage molaire de diazote, c'est exactement, je peux l'avoir à partir de la fraction volumique. Donc écrivons l'expression de la fraction volumique de 1,2. Ben, 1,2, mu 1,2, c'est 1,2 sur le nombre total de moles. Mu 1,2, c'est le nombre de moles de 1,2 sur le nombre de moles total. Ce qui veut dire que le nombre de moles de 1,2, le nombre de moles de 1,2, c'est ça fois ça, comme ceci. Maintenant, regardez bien. Nous avons dit qu'il y a 2 moles de O2 pour 1 mole de 1,2. 2 moles de O2 pour 1 mole de 1,2. Ce qui veut dire ici, j'ai 1 mole de O2, il lui correspond une demi-mole de O2. Une demi-mole de O2. C'est fini. Quand j'ai ça, j'ai mis en évidence ce dont j'ai besoin. J'ai ici donc 3 demi de NO2, 3 demi de NO2, comme ceci. Et j'ai le passage de NO2 en fonction de la masse, puisque j'ai des masses, de la masse de O2 sur la masse molaire, puisque petit m égale à n fois grand m. Petit m, c'est petit n fois grand M, si bien que petit n, c'est la masse du gaz sur la masse molaire de gaz. Je remplace ici. Voilà, nous avons tout. Le nombre de moles va être égal à la fraction molaire, c'est-à-dire la fraction volumique en diazote, multipliée par 3 fois la masse de gaz qui est présente, la masse de gaz O2, divisé par 2 fois la masse molaire. J'ai tout, après tout calcul, je trouve 1 sur 32 moles. 1 sur 32 moles. Voilà, nous finissons avec ce dernier exercice qui est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déterminer la composition d'un mélange gazeux constitué de dioxyde de carbone et de méthane, et donc la masse volumique, voici la donnée. C'est la masse volumique qui a été donnée, et non pas les compositions. C'est le chemin inverse, c'est pour ça que je l'ai appelé, si vous avez, j'ai appelé le problème 12, chemin inverse. Donc c'est un chemin inverse que nous allons faire pour pouvoir retrouver la question, c'est-à-dire les compositions en CO2 et en CH4, c'est-à-dire CO2, dioxyde de carbone et méthane. Bien, démarrons de notre donnée. Nous savons que ρ, c'est égal à PM sur RT. D'abord, une petite remarque. Quand on vous dit déterminer les compositions, ou bien quand on vous donne les compositions, c'est très souvent en pourcentage molaire ou alors volumique, qui sont bien sûr confondus, hein, dans le cas d'un gaz parfait. Alors, allons-y, écrivons. ρ égale à PM sur RT. Sachant que M, c'est la somme des YI. Ok. Moi, je cherche les compositions, c'est-à-dire ça. Réécrivons ρ en fonction des compositions fois les masses molaires respectives. J'obtiens ça. Et voilà mon souci. J'ai une équation qui comporte 2 inconnus, parce que je ne connais pas YCO2 et je ne connais pas YCH. 4. Mais ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation entre YCO2 et YCH4, si bien que la somme des fractions molaires est égale à 1,
Par conséquent, YCH4, c'est 1 moins YCO2, c'est fini. Il n'y a plus qu'une seule inconnue. Je vais faire une petite gymnastique mathématique pour extraire YCO2. D'abord, je vais distribuer MCH4 fois 1 moins MCH4 fois YCO2, c'est ça, comme ceci. Je fais basculer RT au numérateur fois ρ, divisé par P. Ensuite, je mets YCO2 en facteur, ça me donne MCO2 moins MCH4. Je fais ensuite passer ce MCH4 dans l'autre membre, en prenant la précaution de le retrancher, et je divise tout le monde par MCO2 moins MCH4. J'obtiens cette expression où ma seule inconnue est YCO2. J'ai fait l'application numérique. Il n'y a aucune précaution à prendre. Si, les grammes par litre, attention, les grammes par mol, il faut les convertir en kilogrammes par mol pour utiliser toujours la constante des gaz parfaits, 8,314. Et après avoir effectué les calculs, nous trouvons YCO2 qui est égal à 0,40. Comme c'est un binaire, évidemment, le Y du méthane, c'est 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6. Voilà, ceci termine un peu cette première partie des TD relatifs à la différente manière de présenter les concentrations. Mais pourquoi d'abord? Pourquoi ce TD? Pourquoi cette partie de TD? Pourquoi elle a pris beaucoup de temps? C'est très simple, vous l'avez su, on a déjà parlé de ça. En transfert de masse, les transferts s'effectuent des régions dans lesquelles les concentrations sont très élevées vers les régions où elles sont faibles, en concentration moindre. Et vous l'avez compris, la force motrice n'est rien d'autre qu'une différence de concentration, des gradients de concentration. Et donc, il va falloir savoir comment quantifier ces forces motrices d'un point de vue molaire, d'un point de vue massique, ou alors d'un point de vue fraction molaire, fraction massique, pression partielle. C'est pour ça qu'on a dû passer par là. Une deuxième chose, vous le savez bien, pour les liquides aussi bien pour les gaz, les notions de concentration massique, concentration molaire, fraction massique et fraction molaire sont toutes les deux, on peut les appliquer toutes les deux pour les deux états de la matière, liquide ou gaz. Il y a juste une petite nuance à rajouter. Pour les gaz, on rajoute également les pressions partielles et les volumes partiels aussi. Pour les gaz, on rajoute ceci. Ne pas oublier que l'égalité entre fraction molaire et fraction volumique ne se fait strictement que pour les gaz. Ne pas aussi oublier que pour les gaz, lorsque les pressions ne sont pas très élevées, nous pouvons avoir recours à l'équation d'état des gaz parfaits pour pouvoir trouver le nombre de moles. J'en ai pas parlé dans tout ce problème, mais sachez, dans tous les problèmes que j'ai faits, parce que je suis passé par une autre manière, mais tous les gaz, quels qu'ils soient, occupent dans les conditions normales de pression et température le même volume, 22,414 litres par mol, dans tous les cas. Il y a de très très légères variations. Donc je n'ai pas utilisé ça, j'ai utilisé directement les lois des gaz parfaits pour ne pas m'encombrer avec ça. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre pour clôturer? Alors, il y avait globalement deux cas. Mais voilà le problème. Si, lorsque nous faisons un bilan de masse, nous avons besoin donc de la masse et du nombre de moles, il n'y a pas de souci parce que toutes les deux elles sont reliées par la masse molaire, par le B de la masse molaire, à savoir la masse, c'est égal au nombre de moles fois la masse molaire. Bien. Simplement, dans les appareils, ce dont nous disposons, ce sont la pression, la température et le volume. Et c'est pour ça que nous avons fait toute cette panoplie d'exercices pour savoir comment est-ce qu'il fallait passer de certaines concentrations à d'autres pour pouvoir estimer les inconnus. Sinon, une question qui n'est pas du tout apparue, c'est quelle est la masse volumique d'un liquide ou alors d'un solide incompressible? D'un liquide incompressible ou d'un solide. Quelle est la masse volumique? Elle ne nous a pas été demandée parce que ce n'est pas très intéressant. Mais quelle est-elle? Si on avait demandé quelle est la masse volumique d'un certain liquide, ça sera la masse de ce liquide par le volume du liquide et ça sera indépendant de la pression et de la température. Les impacts de ces dernières sur la masse volumique sont très très minimes. C'est pour ça qu'en première approximation, on peut les considérer comme étant négligeables lorsque les liquides sont incompressibles. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter donc ce cours. Je reprendrai donc très prochainement les TD pour présenter cette fois-ci non pas
à moins qu'il y ait un exercice intéressant, mais je ne présenterai plus ces fameuses concentrations dans tous leurs états, mais j'irai vers ce qu'on appellera les vitesses de diffusion et les vitesses barycentriques. D'un point de vue molaire et massique, nous verrons les définitions, nous les rappellerons parce que nous les avons vues en cours, dans la playlist relative au cours, tout y est. Et donc nous verrons, nous nous entraînerons très rapidement, parce qu'on ne va pas trop perdre de temps, puis nous passerons à la loi de diffusion de Fick, et nous verrons que si la loi de diffusion de Fick, la première loi de Fick, a été établie en maintenant P et T constantes, la pression et la température du système constantes, et si elle est simple, il y a une deuxième loi plus générale qui tient compte des variations justement de la pression et de la température, qui sera aussi intéressant de voir et de pouvoir l'appliquer. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi des commentaires pour pouvoir répondre à vos questions et à vos interrogations. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Merci de votre attention. Au revoir.